163 milliards de dollars. C'est la somme que l'Afrique a versée en une seule année, en 2024, juste pour assurer le service de sa dette. 163 milliards, contre 61 milliards à peine 14 ans plus tôt. Aujourd'hui, sur le continent, l'argent qui part rembourser les créanciers dépasse souvent celui qu'on consacre à la santé ou à l'école. 20 pays d'Afrique subsaharienne sont déjà en situation de surendettement ou au bord du gouffre. Et un mur d'échéances se dresse, année après année, les fameux eurobonds, ces emprunts contractés sur les marchés internationaux qu'il faut rembourser en dollars, quoi qu'il arrive. Alors la question d'aujourd'hui est brutale, mais essentielle. Cette dette africaine, qui l'a prêtée, qui la rembourse, et surtout, qui s'enrichit dessus? Suivez l'argent, on va voir qui gagne et qui perd vraiment. D'abord, de quoi parle-t-on? La dette publique africaine, ce que doivent les États du continent, atteint aujourd'hui environ 1800 milliards de dollars. Près de la moitié, plus de 1100 milliards, est une dette dite extérieure, empruntée à l'étranger et remboursable en devises, surtout en dollars. Le problème, ce n'est pas tant le montant que la vitesse. En une décennie, le poids de la dette a presque doublé. Elle représentait environ 30% de la richesse produite en Afrique subsaharienne en 2013. Elle en pèse près de 60% fin 2024. Le nombre de pays africains dont la dette dépasse 60% du PIB est passé de 6 à 27 en 10 ans. La dette n'est pas un mal en soi. Un pays s'endette pour bâtir des routes, des hôpitaux, des écoles. Le vrai problème, c'est le prix qu'on fait payer à l'Afrique pour emprunter. Et c'est ici que se cache le premier scandale. Pour un emprunt comparable, l'Afrique paie beaucoup plus cher que le reste du monde. En 2023, le rendement exigé sur les obligations africaines tournait autour de 10%, contre 5% en Asie et un peu moins de 7% en Amérique latine. Le coût moyen de financement du continent dépasse 11%. On appelle ça la prime africaine ou l'impôt caché, un surcoût que beaucoup d'économistes jugent supérieur au risque réel. En cause notamment les 3 grandes agences de notation occidentales, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui jugent le risque africain, souvent, disent les critiques, en l'exagérant. Conséquence très concrète, un hôpital, un barrage, une route coûtent 2 à 3 fois plus cher à financer à Lagos ou à Lusaka qu'à Paris. Et chaque point d'intérêt en trop, ce sont des milliards qui partent en fumée, au lieu d'aller au développement. Alors, à qui l'Afrique doit-elle tout cet argent? Oubliez l'image d'autrefois. Pendant longtemps, l'Afrique empruntait surtout à d'autres États ou à la Banque mondiale à des taux doux. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le plus gros bloc de la dette extérieure africaine, environ 42%, est détenu par des créanciers privés, fonds d'investissement, banques, gérants d'actifs, à Londres et à New York. Viennent ensuite les institutions multilatérales, comme la Banque mondiale, pour environ 35%. Et enfin les prêteurs bilatéraux, d'État à État, pour 23%. Et là, le premier nom, c'est la Chine, devenue le premier créancier bilatéral du continent. La part des marchés a explosé. Les détenteurs d'obligations sont passés de 12% de la dette en 2008 à 25% en 2023. L'Afrique a changé de créancier, et ce nouveau créancier, lui, ne fait pas de cadeaux. Et c'est là qu'arrive le piège, le mur des eurobonds. Un eurobond, c'est un emprunt émis sur les marchés internationaux, en dollars, pour une durée fixe, souvent 10 ans. Le jour de l'échéance, il faut rembourser tout le capital, d'un seul coup. Or, ces dernières années, des dizaines de milliards arrivent à maturité en même temps. Rien qu'en 2025, les États africains devaient rembourser plus de 10 milliards de dollars d'eurobonds. 3 milliards pour l'Égypte, 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour la Tunisie, et la liste continue. Le souci, c'est que beaucoup de pays n'ont pas cet argent en caisse. Alors que font-ils? Ils réempruntent pour rembourser, souvent à un taux encore plus élevé. En un an, 8 pays africains ont émis près de 16 milliards de dollars de nouveaux eurobonds, en grande partie pour refinancer les anciens. C'est la roue infernale de la dette. On creuse un trou pour en boucher un autre. Alors, qui gagne dans ce système?
Suivez l'argent. Gagnant numéro 1, les créanciers privés. Les grands fonds occidentaux qui achètent la dette africaine encaissent cette fameuse prime, près de 10% de rendement, là où prêter à un pays riche n'en rapporte que 2 ou 3. Pour eux, l'Afrique est l'un des placements les plus rentables de la planète. Gagnant numéro 2, les agences de notation, gardiennes de l'accès au marché. Leur verdict fait monter ou baisser la facture de tout un pays. Gagnant numéro 3, la Chine, premier prêteur bilatéral, souvent adossé aux ressources, pétrole, minerais, mise en garantie. Et gagnant plus discret, la City de Londres et Wall Street, car la quasi-totalité de ces eurobonds sont régis par le droit anglais ou new-yorkais. En cas de litige, c'est un juge à Londres qui tranche, pas à Accra. La dette africaine, c'est une rente, mais cette rente, elle, reste à l'étranger. Et les perdants, ce sont les peuples africains, car chaque dollar parti rembourser un créancier est un dollar qui ne va ni à l'hôpital ni à l'école. Les chiffres donnent le vertige. Selon les Nations Unies, 751 millions d'Africains, près de 6 personnes sur 10, vivent dans un pays qui dépense plus en intérêts qu'en santé ou en éducation. Ramené à l'habitant, l'Afrique dépense en moyenne 70 $ d'intérêts par an, contre 60 pour l'éducation et 39 seulement pour la santé. 25 pays consacrent davantage à leurs dettes qu'à leurs écoles, 32 davantage qu'à la santé. Les premières victimes, ce sont les enfants déscolarisés, les hôpitaux sans médicaments et une jeunesse à qui l'on demande de payer, demain, les emprunts d'aujourd'hui. La dette n'est pas qu'un chiffre, c'est un choix de société, imposé de l'extérieur. Que se passe-t-il quand un pays ne peut plus payer ? Il fait défaut. Et l'Afrique en a connu 3 retentissants. La Zambie d'abord, en novembre 2020, elle devient le premier pays à faire défaut pendant la pandémie, incapable d'honorer un coupon de 42 millions de $. Le Ghana ensuite, fin 2022, il suspend les paiements sur près de 30 milliards de dettes extérieures. Puis l'Éthiopie, fin 2023, sur son unique eurobond d'1 milliard. À chaque fois le même scénario, monnaie qui s'effondre, années de négociations et un pays exclu des marchés. Le G20 avait promis une solution rapide, le cadre commun. Résultat, la Zambie a mis près de 4 ans à restructurer sa dette, l'Éthiopie, elle, est toujours en défaut. Le système censé protéger les pays en difficulté s'est révélé d'une lenteur cruelle. Et pendant ce temps, les intérêts, eux, continuent de courir. Alors l'Afrique est-elle condamnée ? Non. La riposte s'organise, sur plusieurs fronts. Première arme, reprendre la main sur les marchés. Le Kenya a racheté par anticipation 1,5 milliard de dollars d'obligations pour désamorcer son mur. La Namibie a soldé d'un coup un eurobond de 750 millions. Deuxième arme, décisive, casser l'impôt caché. En 2025, l'Afrique a lancé sa propre agence de notation, l'AFCRA, basée à Maurice, pour juger le risque africain avec des données africaines et contester le verdict des agences occidentales. Troisième arme, mobiliser son propre argent. L'épargne intérieure, les marchés en monnaie locale, les fonds de pension, pour moins dépendre du dollar. Quatrième arme, la transparence. En finir avec les prêts opaques adossés aux ressources que le président de la Banque africaine de développement dénonce ouvertement. Le combat de la décennie, ce n'est pas d'effacer la dette, c'est d'arrêter de la payer au prix fort. Récapitulons. Qui gagne dans la dette africaine ? Les créanciers privés qui encaissent la prime la plus juteuse de la planète, les agences de notation qui fixent le prix du risque, la Chine, premier prêteur bilatéral, et les places financières de Londres et New York. Qui perd ? Les citoyens africains dont la santé et l'école passent après les intérêts, les États déclassés exclus des marchés, et la jeunesse à qui l'on lègue l'ardoise. Mais retenez bien ceci, l'Afrique n'a pas un problème de pauvreté, elle a un problème de prix. Le continent ne demande pas la charité, il demande d'emprunter au prix juste et de garder la valeur chez lui. Tant que la rente partira à l'étranger, le développement restera hypothéqué. Et toi, qu'en penses-tu ? Faut-il annuler la dette ou réformer le système ? Dis-le en commentaire.
Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi à Africonomics, l'économie qui